Bonjour à tous. Alors, on accueille aujourd'hui avec nous Faustin Prieux de UGK Trading. Faustin, je vais te laisser te présenter. Tu vas présenter ton parcours. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là, aujourd'hui chez UGK Trading. Vous m'entendez pas bien? Ah oui? Ah ouais, d'accord. Vous par contre, c'est bon, vous entendez? Vous pouvez monter, je pense qu'il a plus manqué. D'accord. Ok, je vais essayer. Je n'ai pas l'habitude de parler fort. Alors, Faustin, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que trader et finalement, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Bonjour à tous. Alors, pour me présenter assez brièvement, je m'appelle Faustin Prieux, je traite des marchés financiers depuis près de 10 ans maintenant, donc ça me met un petit coup de vieux d'une certaine manière. Même si vous me voyez, j'espère que je reste relativement jeune. Alors j'ai commencé le trading en tant que trader particulier, en l'occurrence quand je faisais mes études. Et par la suite de ça, j'ai créé un UGK Trading directement à l'époque en France, donc ça n'a pas pris du tout. Donc j'ai essayé de créer un historique, j'ai essayé de me tourner vers des formations professionnelles pour avoir notamment des agréments de conseil d'investissement financier à l'époque en France. Ensuite, grâce à ça, j'ai réussi à intégrer un broker. Je parlais déjà de trading, je partageais déjà des infos par rapport à ça. Et j'ai intégré un courtier qui s'appelle Admiral Markets, qui est un courtier qui est basé à Londres. J'ai commencé en tant que sales trader, au départ justement dans la première expérience que j'ai faite. Et ensuite, je suis passé du côté analyse marché, donc je faisais des live trading, je passais des opérations directes sur leur chaîne YouTube pour la clientèle francophone, c'était le desk francophone de ce fameux courtier. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment appris, c'est en voyant en interne chez un courtier les erreurs que l'immense majorité des particuliers font. Parce que je voyais effectivement les problèmes de contre-tendance, je voyais les problèmes d'overtrading, de la surutilisation des indicateurs. Et en fait, tout ce que j'ai pu emmagasiner lorsque j'étais broker chez encore une fois Admiral Markets, j'essaie de le ressortir aujourd'hui, d'une part pour mon trading personnel, parce que le fait de voir pourquoi les particuliers perdent, c'est super intéressant, ça nous permet d'une certaine manière de faire l'inverse. Et donc à l'issue de ça, j'ai créé une société, non pas en France, mais une société en Suisse, où je trade mon propre capital. C'est une grosse partie de notre activité, et derrière j'accompagne aussi des particuliers dans l'apprentissage du trading, dans le développement d'outils de trading, dans de l'accompagnement, du coaching. C'est aussi une partie de notre business, on ne s'en cache pas, en parallèle du trading, et ça me permet aussi d'expliquer quelque chose. Lorsqu'on fait du trading, c'est beaucoup de psychologie. Donc le fait d'avoir une autre activité en parallèle propre juste du trading, ça permet d'être beaucoup plus serein et de prendre des meilleures décisions en fin de compte parce qu'on n'a pas le stress financier. Voilà, tout simplement pour mon parcours assez rapidement, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à dire selon tes questions. Justement, quelle est ta stratégie de trading? Comment est-ce que tu la développes et comment est-ce que tu la pratiques au quotidien? Alors très très bonne question. Alors, la stratégie de trading que je vais utiliser pour ceux qui me connaissent déjà, c'est du day trading. Ça veut dire que je vais faire du trading si possible, c'est pas toujours possible, mais idéalement dans la séance. C'est-à-dire que je prends une position par exemple sur le DAX et l'idée c'est d'ouvrir le matin, de la clôturer en fin de journée. C'est le day trading. Après j'ai commencé au départ, non pas par le day trading, mais par une stratégie beaucoup plus agressive, de s'apparenter non pas au scalping, mais à l'intra-scalping, entre le scalping et le trading. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le trading. Après, pour parler plus précisément de ma stratégie, moi, ce que je vais faire, c'est capter des fortes tendances. Je fais ce qu'on appelle le trading directionnel, en utilisant ce que j'ai présenté tout à l'heure avec IG, le multi-time frame, c'est-à-dire que je vais chercher à trouver différentes unités de temps qui ont des mêmes tendances, qui ont des gros niveaux superposés sur différentes unités. Et après, je vais travailler, une fois que j'ai une forte tendance, peu importe l'actif, sur du 15 minutes, sur du 10 minutes, même parfois sur du 5 minutes. Mais je vais toujours essayer un maximum d'être sur du 15 minutes. Je trouve qu'on a des signaux qui sont assez intéressants. Après, je tiens quand même à le dire, moi j'ai rien inventé dans le sens où je fais du trading de tendance, ça existe depuis des années. Je travaille les gros niveaux de support sur des marchés directionnels. Après, j'ai ma propre approche, ce que j'enseigne notamment avec UGK Trading, mais c'est du trading directionnel. Et il y a plusieurs façons de faire du trading directionnel. La différence va se faire selon les ratios que vous allez utiliser, selon les produits que vous allez utiliser, selon la manière dont vous allez valider les rebonds. Ça, c'est des petits détails, mais le socle commun, c'est vraiment le trading directionnel en day trading, même si parfois les trades, je ne les déboucle pas, et je peux les garder du coup 2-3 jours, mais idéalement, le vendredi, j'ai tout clôturé, quoi qu'il arrive, pour être tranquille, le week-end. Est-ce que tu as des produits favoris sur lesquels tu restes toute l'année? Alors, moi je vais trader essentiellement les CFD,
pour la simple et bonne raison que, étant donné que je ne fais pas de scalping, ce que je faisais un petit peu avant, le scalping, hein, pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsqu'on prend des trades vraiment sur des unités de temps très courtes, ou surtout on va en prendre souvent beaucoup et on va rester pas longtemps sur le marché. Étant donné que je ne fais pas ça, je n'ai pas la nécessité d'avoir des indicateurs de volume, comme le carré d'ordre, enfin le VWAP, les volume profile. Donc, étant donné que c'est dans la séance, je n'ai pas besoin de cette précision-là, et donc je peux utiliser des CFD, marché OTC, et ça me va très bien pour le trading. Après, au niveau des CFD que je vais utiliser, ça va être des CFD sur indices. Je fais essentiellement des indices européens, parce que ça match avec mes horaires. Je suis basé à Genève en Suisse, donc trader le DAX, le CAC, ces indices-là, c'est intéressant. Après, bien évidemment, je vais faire un petit peu de Forex et un petit peu de Gold, ça va s'arrêter là. Juste peut-être une subtilité par rapport aux paires de devises que je vais traiter. Je traite exclusivement des paires où il y a du dollar, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de dollar dans la paire, je vais tout simplement pas intervenir dessus parce qu'on va avoir, je pense, vous avez déjà vu dans la salle, des gonflements de spread, des stop loss qui sont exécutés alors qu'on a l'impression visuellement que le prix n'est pas allé toucher son niveau, surtout la nuit. Ce qui peut être le cas par exemple sur l'euro CHF. J'ai un client qui a traité l'euro CHF avec un spread qui est passé de 1,5 à 20, la nuit en l'occurrence. Parce que l'euro CHF on le traite en séance, en l'occurrence dans les horaires parisiens ou suisses. Donc je vais vraiment m'écarter de ça parce que comme j'ai dit, même si c'est du day trading, parfois ça peut arriver de ne pas déboucler la position et de rester sur le marché le lendemain. Et donc potentiellement je suis open la nuit, entre guillemets. Donc si j'ai du dollar dans les paires que je veux traiter, je augmente mes chances d'avoir des meilleures conditions de trading parce que lorsqu'on parle du Forex, c'est 6 000 milliards de volume échangé chaque jour et c'est essentiellement du dollar. Donc ça c'est du bon sens. Après je ne vais pas chercher des produits exotiques, je ne vais pas chercher des indices style le bras, l'indice brésilien, je ne vais pas le faire. Je fais un peu l'indice américain, mais vraiment des indices très très populaires, ça ne sert à rien de s'éparpiller dans les milliards d'actifs, de produits. Ça marche. Alors, la question suivante, ça va être comment est-ce que tu gères ton risque? Pareil, le risque, peut-être c'est une des questions les plus importantes dans le sens où il y a des milliards, mais il y a beaucoup de stratégies de trading qui fonctionnent en fait. Si on prend du recul, en trading, soit le marché grimpe, soit le marché baisse, à un moment donné. Certes, il peut ranger, il peut stagner entre temps, mais globalement, on a une chance sur eux d'une certaine manière de gagner. Donc la différence, ça ne va pas se faire vraiment dans la stratégie. Bien évidemment, c'est important, mais surtout dans la gestion des risques. Au niveau de la gestion des risques, déjà, il y a énormément de règles à dire. La première règle, mais évidente, c'est de ne pas abuser déjà sur l'effet de levier, surtout si vous utilisez des produits dérivés. Et l'effet de levier, vous en avez dans plusieurs produits, que ce soit les turbos, les futurs, les varants, les CFD et en réalité, je pense beaucoup d'autres. Donc déjà, c'est de se mettre une limite en termes d'effet de levier. Par exemple, moi sur les CFD, ce que je traite, je ne vais jamais dépasser un effet de levier de 5. Je ne parle pas de l'effet de levier du broker ou de la banque, je parle vraiment de l'effet de levier sur la position, quand je manage la position. Pour faire très simple, si j'ai un compte de 100 000, je ne vais jamais dépasser une position de 500 000. Si j'ai un compte de 1000, je ne vais pas dépasser une position de 5 000. Un effet de levier effectif sur la position de 5. En parallèle de ça, c'est important de comprendre que plus on a un capital important, plus on va diminuer son risque par trade. Donc d'une certaine manière, plus ou moins son effet de levier, selon le positionnement de son stop loss. Par exemple, moi, ce que je vous invite à faire, je vous donne des chiffres standards, c'est de risquer 1% par trade par rapport à son capital et de ne jamais avoir plusieurs trades simultanément. Parce qu'au final, après, ça va rendre la gestion beaucoup plus complexe. Donc encore une fois, chercher des produits pour revenir un peu sur la stratégie qui sont vraiment directionnels, ne pas laisser éparpiller n'importe où, et effectivement risquer 1% de risque par trade, ne pas passer plusieurs trades simultanément. Et après, au niveau de l'aspect, et peut-être l'aspect que certains ne vont pas comprendre dans ma façon de traiter, mais c'est ce qui fonctionne pour moi, en tout cas, après chacun sa façon de faire, c'est au niveau des ratios. C'est-à-dire que je vais risquer 1 pour gagner 1 quand je traite. C'est-à-dire que je risque 100 pour gagner 100, je risque 1000 pour gagner 1000. La plupart des personnes aujourd'hui vont risquer, je sais pas moi, 100 pour gagner à 300, ce qu'on appelle un ratio favorable. Parfois, elles vont risquer 100 pour gagner 500. Donc sur papier, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit, même si j'ai un pourcentage de trade gagnant très 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 faible, je vais quand même gagner de l'argent parce qu'il suffit juste d'un trade pour tout rattraper. Sauf que moi, je vous rappelle ce que je vous ai dit initialement, j'ai une casquette d'ancien broker, j'ai passé des milliers de clients. Et le problème des ratios favorables, c'est qu'on a des stop loss qui sont souvent très serrés, donc on va très souvent se faire stopper et psychologiquement, on a du mal à assumer 4-5 trades perdant d'affilée, même si derrière il suffirait d'un seul trade pour rattraper le tout. Ça, c'est de la psychologie. Et donc le ratio neutre, de dire je risque 1 pour gagner 1, c'est ce que je fais dans mon trading. Il faut nécessairement plus de 50% de trades gagnants, plus d'un trade sur 2 gagnants pour être rentable. L'idée, c'est de tendre vers 60-70%, c'est très bien. Et en prenant ce recul-là, on se rend compte que c'est assez difficile en fait de créer un compte de trading. Pourquoi? Parce qu'on se met des limites de nombre de trades par jour, on risque 1% maximum, on ne dépasse pas un effet de levier effectif sur la position de 5. Et toutes ces règles en fait font que généralement on va tenir dans la durée. Donc c'est vraiment comme ça que je vais essayer de gérer mes risques pour en tout cas pour tenir sur le long terme.
Peut-être aussi un autre parallèle par rapport au ratio. Encore une fois, ça c'est souvent ce que les particuliers vont dire, il faut le ratio favorable. N'oubliez pas que l'immense majorité des scalpers, on a un dans la salle, Guillaume Louis notamment pour ne pas le citer, qui va prendre des trades où il va risquer peut-être 1 pour gagner 0,5. Il va risquer 100 pour gagner 40, 50. Mais dans ce cas-là, lui, il va avoir un pourcentage de trade gagnant extrêmement important. Donc ça veut dire que le ratio somme, on va dire, faites attention à ça. Si on vous dit qu'il faut nécessairement risquer 1 pour gagner 3, c'est pas vrai. En fait, il faut combiner ça avec sa stratégie complète et sa gestion de risque complète. Alors, en complément, comment est-ce que tu analyses les marchés avant d'entrer dedans? Alors, la première chose que je fais, le matin quand je me réveille, je prends mon téléphone. Pas tous les jours, parce que je ne traite pas tous les jours. J'aurais pu le dire aussi, je ne traite pas le lundi ni le vendredi. Pour augmenter pour avoir des meilleures conditions de trading. Le vendredi, c'est de la clôture de position. Pour éviter de se retrouver overweek, typiquement, je ne vais pas ouvrir un trade à 15h le vendredi, sachant que le marché va fermer, je n'ai pas envie d'overweek. Le lundi, on prend le pouls sur on prend un peu le pouls sur la semaine. Je vais un peu faire mes propres analyses. Du coup, la question, comment j'analyse effectivement les marchés financiers. Donc, première chose que je fais, c'est que je prends mon téléphone le matin, je vais regarder les marchés asiatiques. C'est-à-dire que je vais regarder par exemple l'indice hongkongais, l'indice japonais, et je vais regarder ce qui s'est passé dans ces séances-là. Je vais mettre sur une base journalière, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Ce qui me permet de voir en un seul coup d'œil si on était haussier ou baissier sur le marché asiatique. C'est un filtre. Et en fait, je vais regarder si on a des bougies de contrôle, c'est-à-dire de grosses bougies qui sont plus importantes que les autres bougies, on voit visuellement. Et si j'ai une grosse bougie baissière, pour vous dire qu'à l'open des marchés européens, je ne vais pas rentrer à l'achat. J'ai vu que ça s'est cassé complètement la figure sur les marchés asiatiques. Ça pareil, c'est du bon sens, c'est un filtre qu'on va inclure dans une stratégie. Après, comment j'analyse les marchés, au-delà bien évidemment de regarder les marchés asiatiques, je vais regarder le calendrier économique. Au niveau du calendrier économique, je peux regarder les stats qu'on a effectivement, taux d'intérêt, etc. Et je vais surtout en fait essayer de ne pas être plus intelligent que le marché, pas être plus intelligent que tout le monde. Quand il y a des stats qui sont compliqués, on ne va pas savoir à court terme où va aller le marché. Vous avez une stat sur l'inflation, vous avez une stat sur les taux, vous avez une stat 3 étoiles, que vous pouvez trouver notamment sur investing.com que j'utilise. Vous ne savez pas à court terme où le marché va aller. Ça ne sert à rien. Il peut très bien avoir une stat positive, le marché part à la baisse, après il repart à la hausse, ça va dans tous les sens, les stops sont touchés et les bons traders qui sont contrepartis, les market makers sont contents. Donc je vais m'écarter essentiellement des stats dans mon analyse pour avoir le champ libre quand je fais mon trading. Comme j'ai dit initialement, je vais surtout faire du D1, 4 heures, 1 heure, c'est-à-dire capter la même tendance sur différentes unités de temps, ce dont je parlais avec la conférence d'IG. Et du trading directionnel, ce qui va m'obliger à sortir d'un certain nombre de produits. Par exemple, en ce moment, on a l'eurodoll qui commence à être bien vendeur, on a cassé un niveau, c'est intéressant. On a l'USDN qui est pas mal, la semaine dernière on avait le WTI. Je vais chercher des actifs en tendance, et encore une fois, ne pas être plus intelligent. Je capte la tendance et après j'agis sur des temps plus courtes. Bien évidemment, il y a des périodes de stop parce qu'il y a des changements de tendance, mais je ne fais pas d'anticipation. Je ne suis pas capable de vous dire si le marché va se casser la figure dans 2 semaines. Il va se casser la figure, on va avoir une crise. Vous dire quand, je ne sais pas vous dire. Ouais, donc c'est pas d'anticipation et juste agir avec mes process, ma stratégie, ma gestion de risque, ma discipline, sans changer de méthode toutes les 2 secondes, ça ne sert à rien, et pour prendre du recul et progresser. Je te remercie. Alors, le poker, la finance de marché, il y a un gros point commun, c'est la dimension psychologique. Comment gérer ses émotions quand on est face à son écran et face aux positions qu'on prend. Hein, on doit gérer l'euphorie, on doit gérer la tristesse de perdre de l'argent. Donc finalement, comment est-ce que toi tu gères cet aspect-là? Alors la psychologie, effectivement, c'est le trading, le rapport au trading et au poker, c'est pas bête dans le sens où c'est vrai qu'il y a une grosse partie de psychologie dans ces 2 activités. Alors le trading, je pense que c'est quand même beaucoup plus simple que le poker, heureusement d'ailleurs. Comme j'ai dit, il y a une chance sur 2, on a une certaine manière de gagner, on peut avoir des outils pour nous aider. Et comment je gère la psychologie, déjà, c'est que je ne vais pas partir dans l'overtrading, j'ai un certain nombre de règles. Je vais peut-être me répéter, hein, mais encore une fois, je ne vais pas passer plusieurs trades dans la même séance, je ne vais pas trader le lundi, je ne vais pas trader le vendredi, je vais gérer mes effets de levier. Et le fait d'avoir un certain nombre de règles, de critères qu'on respecte, pour le faire d'ailleurs à travers un plan de trading, au final, je ne me retrouve pas en difficulté, je gère la psychologie. En revanche, la plupart des gens que je peux accompagner au début, je vais leur dire ne tradez pas le vendredi, ça sert à rien de trader le vendredi. Vous allez avoir parce que le micro marche. Ça sert à rien de trader le vendredi parce que vous allez avoir le week-end qui va arriver. Donc si vous êtes sur un indice,
vous avez dit ok, j'ai respecté ce que Faustin m'a dit, j'ai risqué 1% de risque sur mon trade, j'ai pris un effet de levier effectif inférieur à 5, et derrière, vous laissez la position vendredi qui court du coup le week-end, vous avez un trou de cotation, ça s'appelle un gap, votre stop loss il n'est pas exécuté, vous avez un trou entre temps, donc vous perdez plus que 1%. Et donc vous vous retrouvez en difficulté. Tout l'intérêt, encore une fois, de limiter son effet de levier à 5, car même si une fois vous faites votre petit, ça sera limité en termes de risque. Donc ma psychologie va être assez simple à gérer grâce justement au fait de respecter toutes ces règles, ce que ne peut pas faire malheureusement un nombre assez important de particuliers qui sont en santé, mais c'est normal. Moi le premier quand j'ai commencé, si vous fixez ces règles, le stop loss ne va pas vous faire mal. De la même manière, lorsque vous avez des gains, on peut voir des vidéos sur internet, personnes qui font des gains, ils sont super contents, ils ont l'impression d'être les meilleurs, et des émotions excessives, il faut vraiment rester neutre. Et encore une fois, je vais me répéter, ne pas se sentir plus intelligent que les autres, plus intelligent que le marché, appliquer sa stratégie, accepter les pertes, et dans la durée ça fonctionne si on respecte les règles. Aujourd'hui, la stratégie c'est pas le plus important c'est la psychologie, donc c'est la discipline, c'est respecter ce qu'on s'est dit. Et c'est valable aussi dans le business, c'est valable dans tout domaine d'activité, dans le sport, vous devez avoir une discipline, sinon vous n'avez pas de résultat. Aujourd'hui, si vous perdez en trading, c'est pas en raison de la stratégie, l'immense majorité des cas. Évidemment, il y a des stratégies qui sont pas bonnes, mais dans l'immense majorité des cas, c'est des difficultés psychologiques. Et aussi peut-être, pour rebondir sur ce qui avait été dit juste initialement par rapport notamment au risque, un des gros problèmes que je vois, c'est la sous-capitalisation. C'est-à-dire qu'une bonne partie des personnes vont vouloir se lancer en trading avec un petit capital. Le fait d'avoir un petit capital, c'est clairement augmenter vos chances de perdre, parce que vous allez être obligé de prendre des contrats non maîtrisés. Si vous prenez le cas de l'eurodoll, si on part sur un contrat standard, on est sur 100 000 euros un contrat, donc le contrat le plus faible il est à 0,01 lot, ce qui représente 1000 euros, sachant que l'euro est la devise de base. Donc si vous avez un compte inférieur à 1000 euros, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de prendre de l'effet de levier. Donc vous ne gérez pas votre risque en fait selon la stratégie, selon votre façon de faire. Donc la sous-capitalisation c'est un vrai problème aussi de perte. Donc si vous voulez investir en trading, faites-le au moins avec 1000, 1500. Je ne dis pas d'investir des grosses sommes au départ, ça ne sert à rien. Et au moins gérer vos risques avec ça marche ou pas avec un peu. Avec un capital, voilà, un minimum cohérent. C'est pour investir 200 euros, je vous conseille plutôt de faire un bon resto, parce qu'on n'investit pas ici à Paris, que d'investir en trading, il faut être honnête. C'est la sous-capitalisation, ça tue les comptes, et ça je l'ai vu aussi quand j'ai travaillé pour un broker. C'est une réalité, plus vous avez un bon compte, plus vous avez des espérances sur le marché important, parce que vous gérez vos risques, et vous pouvez faire plusieurs choses. Rentrer plusieurs fois, par exemple, sur des marchés qui sont corrélés ou pas, avec long game short, etc. Ce qui n'est pas possible avec un petit capital. Alors, tu nous as un peu parlé des personnes que tu formes, que tu accompagnes. Quel est le principal conseil ou quels sont les principaux conseils que tu donnes à ces débutants qui souhaitent entrer sur le marché? Alors, quels sont les conseils pour les personnes qui débutent? Bon, je vais me répéter, mais c'est de ne pas être sous-capitalisé, ça c'est vraiment essentiel. Après, il y a un certain nombre d'autres que j'ai donnés. Voilà, ça a du sens, c'est que si vous voulez avancer en trading, vous devez vous former. C'est comme n'importe quel domaine d'activité. Alors attention, vous former, c'est pas une baguette magique, c'est parce que vous vous formez, que ce soit chez nous ou ailleurs, que vous allez devenir rentable du jour au lendemain. C'est évident que non, c'est à vous de travailler, mais il faut effectivement passer par la classe formation, parce que la formation universitaire ne sera pas suffisante. Il faut vraiment une formation spécifique trading qui n'existe pas aujourd'hui, en réalité d'un point de vue universitaire classique, mais voilà, se former. Alors vous êtes obligé de vous former avec des formations payantes, vous pouvez vous former déjà sur YouTube, on a une chaîne YouTube qui s'appelle UGK Trading, pas loin de 15 000 abonnés maintenant, ça avance assez vite. N'hésitez pas à vous abonner, je fais passer le message. Donc ça c'est gratuit, vous allez déjà avoir des informations intéressantes. Après vous avez des bouquins qui sont aussi pas mal pour vous apprendre des choses. Et au-delà de ça, il y a le côté pratique. Dans le côté pratique, attention, vous avez le compte de démonstration sur toutes les plateformes. Vous êtes chez IG, vous avez un compte de démonstration. Peu importe le broker. Le souci du compte de démonstration, c'est que ça sera vraiment plus pour comprendre la plateforme, pour être honnête. Et éventuellement tester un peu votre stratégie, mais sur un compte de démonstration, vous n'avez pas l'aspect psychologie. Et je l'ai dit, la psychologie, c'est presque un des aspects les plus importants, au-delà de la stratégie. Donc vous pouvez tester sur un compte de démonstration, mais il va falloir après passer sur un compte réel. Mais un petit compte réel, qui lui n'est pas sous-capitalisé, pour passer des petites tailles de position, qui ne permettent presque pas avoir d'effet de levier, l'effet de levier neutre, type de 1. Par exemple, vous avez 1000 euros sur le compte, vous prenez des positions de 0,01 sur le Forex. Ça peut être tout à fait adapté. Et là, au moins, vous êtes sur du concret et vous allez apprendre, vous allez créer un track record et vous êtes en condition trading réelle. Si vous passez d'un compte démo à un compte réel, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez très bien gagner sur un compte démo,
et perdre sur un compte réel. Vous pouvez très bien perdre sur un compte réel et quand vous êtes sur le compte démo, vous gagnez. Ça dépend aussi de votre profil. Donc la clé en fait c'est de pratiquer mais sans prendre des risques démesurés, sinon vous n'allez pas tenir dans le temps. Et c'est ça le vrai problème, c'est que souvent on le voit, et ça je le voyais quand je travaillais pour une institution financière, c'est que la durée de vie d'un client particulier qui va avoir un compte assez faible, elle est peut-être de 3 mois, parce qu'une fois qu'il a perdu, il n'a pas recommencé. Donc dès le départ, de respecter les règles en fait. À partir de ce moment-là, on arrive à faire des choses super intéressantes. Mais si vous venez faire du trading dans une optique de jeu, de dire je vais gagner des 1000 et des 100 très très vite, dès le départ vous avez la mauvaise psychologie. Vous devez vous dire voilà, on peut faire une telle performance, certes c'est intéressant, on peut se professionnaliser, on peut bien gagner sa vie, mais il ne faut pas griller les étapes. Parce que si on grille les étapes, voilà, si vous prenez 2 trades perdants, vous pouvez flinguer la moitié de votre capital. C'est possible avec certains brokers qui proposent des effets de levier assez importants. Donc la pratique, la formation, et toujours vouloir en savoir plus, y compris, c'est mon cas personnel, je continue toujours à me former, à me renseigner. Par exemple, je suis en ce moment sur les options, sur les turbos, des produits initialement que je ne faisais pas beaucoup, que je commence à faire. Vraiment chercher toujours à vouloir évoluer, et après ça marche bien. Je te remercie. Alors, tu es un trader à succès, comment est-ce que tu peux nous expliquer ta réussite? Merci pour ce compliment. Alors, bon, un trader à succès, c'est si on gagne de l'argent, si on est rentable sur les marchés. Pour moi, c'est ça. Et quand on connaît les chiffres aujourd'hui de l'AMF, alors après, apprendre avec des pincettes, je vous ai dit, il y a le problème de sous-capitalisation, les personnes qui prennent le trading comme un jeu, mais si on regarde le trading, on va dire qu'il y a 70% de perdants, pardon. Sur les retail, je ne compte pas les particuliers. Ce qui est logique, encore une fois, parce que le trading, c'est un métier. Donc si on veut être, on veut, entre guillemets, devenir un trader à succès, ça revient à ce que je vous ai dit initialement, c'est la gestion de risque, une stratégie valable et pas une stratégie qu'on va changer toutes les 2 secondes. Et ça, c'est un problème qui est impressionnant en réalité. Et ça, je le vois même encore aujourd'hui avec UGK Trading, c'est que vous allez apprendre une stratégie et vous allez vouloir changer de stratégie. Vous allez vouloir changer de stratégie. Un peu comme si vous cherchiez la baguette magique, la martingale, le système miracle qui n'existe pas. Le problème de changer de stratégie, c'est qu'au final, vous n'avez jamais de stratégie qui fonctionne, vous n'êtes pas capable d'étudier votre stratégie. Je ne dis pas qu'il faut rester dans une stratégie qui ne fonctionne pas, mais au moins prendre du recul et derrière, ça fonctionne assez bien. Donc voilà, ça c'est, par exemple, pour prendre mon cas personnel, j'ai une méthode où je le répète à chaque fois, je n'ai rien inventé, c'est du trading directionnel où je travaille avec le prix, certes j'ai mon approche, je sais que ça fonctionne, c'est une stratégie qui est backtestée, c'est aussi un des éléments qui peut être important, c'est tester sa stratégie dans le passé, mais ça ne fait pas tout, ça, encore une fois c'est la psychologie. Et à partir de là, on arrive à faire des choses assez intéressantes et tendre vers une rentabilité. Je te remercie. Alors, quels sont tes objectifs financiers à court, moyen, long terme? Et pour finir, bien sûr, parle-nous de ta formation. Merci. Alors, les objectifs financiers, alors moi, pour ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, vous savez, je ne parle pas beaucoup d'argent. Alors, on sait comment c'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aussi comment c'est en France, mais c'est pas le cas qu'en France, c'est le cas de partout. Donc moi, quand je parle d'objectifs financiers en trading, vraiment, je raisonne en pourcentage. Le PNL en euros, en dollars, pour moi, n'a pas vraiment d'intérêt, enfin de sens. Donc, en termes d'objectifs, moi, mes objectifs en trading, pour donner un ordre d'idée, si j'arrive à tendre vers 25% par an, je suis très content, ce ne sera pas le cas tous les ans. Après, si on repart sur un objectif mensuel, ma target, mais je dis bien ma target max, ça sera du 5% par mois. Et ça sera en aucun cas tous les mois ce type de performance. Il y aura des performances flat, il y aura même des mois où effectivement on va perdre de l'argent, on va être neutre. Mais encore une fois, le fait d'avoir du recul et de suivre la même stratégie qu'on arrive à analyser, on a confiance. Ce qui revient à une question, est-ce que je suis stressé sur les marchés? Non, parce que j'ai confiance dans ce que je fais, je ne vais pas chercher des objectifs complètement bêtes. Je vous l'ai dit, je risque 1% par trade, donc si je risque 1% avec un ratio neutre, le calcul est très simple, je vais gagner 1% par trade. Donc je peux faire, ça m'arrive de faire des journées à 1%. Sachant que je passe à peu près 3-4 trades par semaine. Mais si par exemple j'ai fait 2 trades gagnants dans la semaine, je peux très bien m'arrêter et j'ai fait une semaine à 2%. Donc c'est des chiffres qui sont tout à fait envisageables. Mais encore une fois, il faut aussi prendre en compte la période d'été où on ne va pas trader, des périodes où on n'a pas de forte direction, ça peut arriver, c'est un peu embêtant. Mais ça fait partie du jeu du trading directionnel. Donc mes objectifs vraiment en termes de trading, ce n'est pas de gagner, entre guillemets, toujours faire ma performance, mais c'est de rester régulier, garder ma discipline, et c'est ça qui paye sur le long terme. Ça fait 10 ans que je fais ça, et 10 ans, pas 10 ans que je suis sans stress, mais ça va faire
maintenant une bonne partie du temps, je suis plus stressé parce que j'ai pas les objectifs complètement bêtes. Et c'est ce qu'on peut voir aussi sur internet, des personnes qui vont chercher à faire du 20% par mois. Et je discute avec des personnes comme ça, ou même dans les commentaires de la chaîne YouTube qui me parlent de ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend le risque qu'il veut, bien évidemment. Mais moi, avec mon recul que j'ai, avec mon expérience, je pense que c'est plus intelligent de partir sur une performance plus saine. Et après, il y a plein de solutions qui existent pour se professionnaliser. Si vous arrivez, si ce n'est à faire 3% par mois, 10 mois sur l'année, et que le reste, vous gérez bien vos risques, vous n'avez pas des pertes immenses, vous n'avez pas des drawdowns trop importants, derrière, le capital, il vient tout seul. Vous avez des solutions pour vous professionnaliser. Alors, il y a les profs firmes, on en a déjà parlé, attention aux profs firmes qui ne sont pas réglementés, il y a des risques, on l'a vu récemment avec, si je ne dis pas de bêtises, MyForExpand. Les FTMO, ça pourrait très bien être le cas, on le verra d'ailleurs dans plusieurs mois, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des soucis aussi. Mais au-delà de ça, il y a quand même des solutions aujourd'hui qui existent, des comptes PAM, des comptes MAM, des sortes de copy trading qui sont setupés dans un cadre légal, qui permettent, quand on est bon, tout simplement de se professionnaliser. Ou même, pourquoi pas, de créer une société. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec le trading, vous devez vous professionnaliser, créer une société pour faire ça, pour pouvoir potentiellement trader avec plus de capital, ou même proposer nos services, que je peux d'une certaine manière faire aussi avec UG4 Trading. Après, je ne sais pas si je réponds tout de suite à la question sur la dernière question que tu m'as posée sur les services du G4 Trading, sur la formation G4 Trading. Alors, nous, c'est simple, on a une formation e-learning, étant donné qu'on est basé à Genève. On fait essentiellement de l'e-learning, vu qu'on n'est pas sur le territoire français, surtout pour les clients qui sont en France. Donc c'est un espace e-learning, vous avez une quarantaine de vidéos qui vont vous apprendre le day trading, le trading de tendance, où vous avez les mises à jour, vous avez aussi des extraits de nos webinaires qu'on fait tous les mois qui sont très souvent en replay sur cet espace e-learning. Vous avez une séance de coaching individuel sur le format de base pour vérifier la compréhension de la méthode. Une fois que vous avez tout visionné de A à Z, on ne le fait pas avant sinon la séance n'est pas optimisée. Et on a aussi des outils trading qu'on propose pour faire gagner du temps, pour capter la tendance, aussi pour gérer vos risques. On a des outils sur MT4 qui vous permettent de calculer l'eau automatiquement selon le ratio, selon votre equity, etc. Donc c'est un panel de services qui a pour objectif déjà dans un premier temps de vous éviter de faire toutes les bêtises que l'immense majorité des gens vont faire. Et ça, c'est triste à dire, mais je l'ai via mon expérience en interne chez un courtier, je sais ce qui marche pas, je sais ce qui marche. Donc déjà vous allez gagner un temps de dingue et surtout gagner de l'argent en évitant de créer votre capital. Et après, l'idée, c'est que ça fasse partie du process de votre réussite pour réussir sur les marchés financiers en day trading. Après, moi j'ai des clients qui vont utiliser ma méthodologie et après qui vont un peu l'ajuster selon leur profil. Encore une fois, une stratégie, vous devez aussi essayer de vous l'approprier. En tout cas, l'idée du G4 Trading, c'est de vous apporter une approche backtestée, une stratégie backtestée qui fonctionne et avec des bonnes règles de bon sens pour éviter de tomber dans tous les pièges qu'il y a. Parce que malheureusement, il y a quand même énormément de pièges avec le trading, c'est le cas un peu dans plusieurs business. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de vous guider à ce niveau-là. Et il y a certaines personnes qu'on accompagne, notamment avec nos partenaires, pour attirer du capital, notamment des alternatives au profil, de lever du cash et de se professionnaliser. On a aussi des partenaires à créer des boîtes pour ça. L'idée c'est d'avancer ensemble le plus possible. Et ça marche assez bien, à savoir que G4 Trading initialement c'était en France, et c'était au début, hein. Donc clairement j'avais pas forcément de légitimité pour tout ce que j'ai fait, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. J'ai acquis ma légitimité ensuite, et c'est là que je me suis intéressé sur le marché suisse, on travaille aussi avec les banques notamment. Et c'est pour ça aussi que ça marche pour nous en fait, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on est sur les marchés, on nous connaît à travers nos partenaires, nos événements, les formations qu'on fait aussi sur des banques privées en Suisse. Ce genre de choses nous permettent d'avoir une crédibilité et d'accompagner nos clients sur du trading, pour moi, qui va dans la bonne direction. Parce que, effectivement, si on regarde sur internet, le côté un peu lifestyle, Dubaï, j'ai rien contre cette ville, j'adore cette ville, mais il y a beaucoup de choses en fait où vous allez souvent être dans la mauvaise direction. Donc parfois, le message qu'on va vous donner, il ne fait pas plaisir, parce qu'on va vous dire, bah non, tu ne peux pas faire 10% tous les mois en trading, c'est pas possible. Non, tu ne vas pas utiliser un FMI 500, ça sert à rien. Donc on va dire aussi les vérités, mais derrière ça vous emmène dans la bonne direction pour vous professionnaliser si vraiment vous voulez en faire votre métier, c'est l'idée. Et on n'est pas obligé du coup d'avoir un cursus universitaire spécifique pour devenir trader. Il faut avoir tout simplement la capacité de gagner de l'argent sur le marché, tout simplement. Après, tout est possible avec les technologies, les applications qui existent aujourd'hui. Je te remercie, Faustin. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Une petite minute. Tout à fait, oui. Pas de souci. Tenez, monsieur. Bonjour, est-ce que vous pourriez faire une comparaison entre le CFD et le turbo? Oui, bien sûr.
Merci pour votre question. Alors, la question, je vais le dire à haute voix, du coup, une comparaison entre les CFD, contrat pour la différence, et les turbos qui sont des produits de bourse qui sont listés, qui ont comme easy. Alors, les CFD, c'était pas un broker CFD pour lequel je travaillais, donc c'est des produits dérivés, ça veut dire que vous avez les prix de votre broker quand vous faites du CFD. Donc, c'est des produits qui vont répliquer un indice, une matière première, une crypto, en fait, peu importe le produit d'une certaine manière, et qui vont vous proposer la possibilité d'utiliser des effets de levier. Donc c'est des produits qu'on appelle sur marge. C'est-à-dire que vous allez, pour rentrer sur le marché, devoir avoir une marge disponible d'une certaine manière, et vous avez de l'effet de levier, vous n'avez pas forcément d'échéance, c'est-à-dire que vous pouvez rester sur un CFD, par exemple sur le CAC 40, pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois si vous voulez, ou une journée, ou quelques minutes, et vous pouvez avec les CFD profiter de la hausse et de la baisse, mettre votre stop loss, mettre votre take profit, et faire en fait du trading tranquillement. Il faut juste comprendre que votre contrepartie, ça sera le broker. Ce ne sont pas des marchés centralisés, comme on peut avoir le cas sur les futurs, où vous allez avoir un carnet d'ordre, un marché centralisé, standardisé. Les CFD, votre contrepartie, c'est votre broker, qui lui a pour rôle de vous fournir les bons prix, les bonnes exécutions, les bons spreads, selon aussi les conditions de marché. Tout l'intérêt quand on fait du CFD, de passer par un broker CFD costaud, bien réglementé, sinon effectivement vous n'avez pas de garantie. C'est pour ça que les CFD c'est des très bons produits. Il faut que ça soit fait avec des bons brokers. Après, pour bien comprendre la différence entre le CFD et le turbo c'est la même chose en fait. Ça dépend de quel type de turbo, mais globalement c'est des produits à effet de levier, vous pouvez être acheteur, vendeur, jouer la hausse, jouer la baisse. À la différence, vous avez une barrière désactivante, qu'on appelle le knockout, qui va vous permettre en fait de sortir du marché quoi qu'il arrive, et c'est l'émetteur du turbo qui est là pour vous garantir la sortie. Donc c'est des produits qui sont listés, c'est-à-dire que les turbos, vous pouvez les retrouver sur différentes sociétés, que ce soit IG, Société Générale, BNP, Boursorama. Et c'est comme un ETF, vous avez un code EASY. Mais ça arrête les dérivés, donc les chiffres sont les mêmes que par exemple sur les CFD en réalité. C'est juste la notion de dire on a une barrière désactivante sur un turbo, réellement à l'avance. Ça marche. Ça marche, ouais, sinon ça marche. Donc c'est vraiment sur le turbo à l'avance qu'on risque en fait. Même si sur un CFD on peut mettre un stop loss, là sur le turbo on est obligé d'avoir notre barrière désactivante. Même si on peut mettre un stop loss au-delà si on veut. Après voilà, faut pas hésiter à aller voir IG qui propose des turbos, ils vous expliqueront bien mieux que moi en détail ces produits-là, mais c'est très similaire avec, au final avec les CFD. Hein. C'est effet de produit, effet de levier, long and short. Une autre question? Oui? Tenez. Bonjour. Est-ce que c'est mieux de trader sur les propres firmes qu'avec son propre argent? Parce que je sais qu'en trading, c'est difficile de trader. Je pense avec une petite somme comme 200, 500 euros. Parce que si on fait 10% avec 100 000, ça fait 10 000. Et si on fait 10% avec 10 000, ça fait 100. Du coup, voilà, moi je suis dans le propre firme. Et j'ai fait une propre investir sur ça. Je vais savoir c'est quoi. Pas de soucis. Merci. Alors, la question, c'est mon avis sur les propres firmes, et la question de savoir est-ce que c'est mieux de trader avec son propre capital ou trader avec le capital d'une propre firme. Le problème, c'est les chiffres que je vois au niveau des propres firmes actuellement. Les propres firmes ne sont pas réglementées. On prend Buy4Expand ou FTMO. Donc, moi, les propres firmes, je ne suis pas contre si la propre firme est réglementée. Le problème, c'est que très peu de propres firmes aujourd'hui sont réglementées. Et si on regarde le pourcentage de personnes qui arrivent à retirer du cash sur le propre firme, il est assez faible. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs avec la commission des États-Unis, sauf faire ma part, qui s'est penchée sur le dossier de Buy4Expand. On avait aussi qu'il y avait des problèmes d'exécution, de slippage, pour faire en sorte que le particulier n'arrive pas en fait soit à sortir ses gains en fait réellement par rapport à ces conditions de trading qui sont généralement pas bonnes. Et ce qui est logique, ils ne sont pas réglementés, ils sont sur le CFD, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc moi, mon conseil, c'est d'utiliser effectivement les propres firmes, mais essayer de tendre vers des propres firmes qui vont vous permettre d'attirer du capital sur des contrats à terme, car quoi qu'il arrive, certes, ils ne sont pas réglementés, mais après, vous êtes sur des futurs, donc c'est standardisé, centralisé, donc quand vous avez le cash, vous avez le cash. L'autre problème aussi des propres firmes, c'est les règles de gestion de risque qui sont parfois un petit peu bizarres, qui vont vous pousser, alors ça dépend des propres firmes, bien évidemment, il y a du positif et du négatif, mais les propres firmes qui vont vous pousser à faire tant de performances, et qui sont des performances pas saines en fait. J'expliquais au départ, le type 10% par mois, ou 5% par mois tous les mois, c'est difficile. Donc, mon avis, c'est que ça va se réglementer, ça va être de plus en plus intéressant, je pense, parce que, pour être honnête, ça marche très bien. On voit, c'est un mot-clé qui est énormément cherché, donc il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas, mais tant que c'est pas réglementé, je ne vais pas forcément vous recommander d'y aller, sauf sur encore une fois les propres firmes futures. Et si vraiment vous voulez faire la propre firme, prenez les leaders et surtout utilisez plusieurs comptes propres firmes.
si jamais une prop firme saute, au moins vous avez pour vos revenus. Parce que je connais des personnes qui ont fait des prop firmes, notamment avec NFF, qui devaient faire des retraits, qui se sont retrouvés vraiment en difficulté, parce qu'au final, ils ont rien. Ils ne peuvent pas faire leur retrait. J'en avais plusieurs pour limiter les risques, parce qu'on l'a vu aussi récemment avec une autre prop firme, que je ne vais pas citer le nom, c'est les PSP, là, les prestataires de services de paiement, qui ont bloqué en fait, les transactions entre les clients, rien que pour passer les challenges, ou même pour reverser l'argent lorsque personne gagne. Ils passent par des plateformes un peu comme Stripe, mais différentes, qui ont bloqué en fait ce business model-là à ces prop firmes. Même si la prop firme est sérieuse, étant donné que c'est pas réglementé, il y a énormément de freins dans ce business qui fait que c'est compliqué réellement d'avoir une vision long terme. Tant que ça ne se réglemente pas, c'est compliqué. C'est pour ça que nous on travaille avec Darwinex, qui n'est pas vraiment une prop firme, mais qui permet d'attirer du capital, qui elle est réglementée en tant que boîte de gestion et qui est réglementée en tant que broker. Donc autant vous dire que c'est très très costaud en termes de réglementation. Et surtout être réglementé, ça coûte très très cher. Donc ça donne un gage de qualité. Après, c'est vrai que le discours est moins joli que de on va attirer 300 ou 1 million. Ça c'est évident. Une dernière question pour finir avant de te laisser partir. Oui? Non? C'est bon, j'ai l'impression que c'est pour les formations. Je viens de répondre. Merci Faustin, merci à tous. Merci. À très bientôt.